Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Il a 66 millions d'années, il mesure près de 9 mètres, il a été découvert en 2011 près de Khribga et sa valeur est estimée, tenez-vous bien, à environ 4,8 millions de dirhams. Je parle bien entendu de ce dinosaure marocain qui allait être mis en vente il y a quelques jours à l'hôtel Drouot à Paris, en France, mais c'était compté sans la mobilisation de l'association pour la protection du patrimoine géologique du Maroc qui a alerté sur cette vente et surtout qui, au-delà, a permis de remettre sur le tapis la question du trafic illicite des biens culturels. Et c'est de ce sujet dont nous vous proposons de parler ce matin en compagnie de notre invité, Monsieur Youssef Khiara. Vous êtes le coordinateur national de la Convention 1970 sur le trafic illicite des biens culturels au ministère de la Culture. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Khiara. Alors, on a voulu traiter ce sujet sur le trafic illicite des biens culturels par rapport à cette actualité que j'évoquais, donc ce squelette de dinosaure découvert en 2011 près de Khribga et qui se retrouve mis en vente à Paris. Alors, est-ce qu'on peut juste faire un point sur cette actualité pour savoir où nous en sommes aujourd'hui? Bonjour, merci de m'avoir invité pour cette émission qui traite d'un sujet qui est d'actualité, mais un sujet qui date aussi. Cette question du trafic illicite. Comme vos téléspectateurs ont suivi, il y a eu cette activité, cette annonce sur la vente de ce fossile du patrimoine fossile marocain dans la maison Drouot. Dans notre ministère, dès qu'on a su la nouvelle, c'est-à-dire on l'a su de manière... on était sûr de la nouvelle, c'est lorsqu'on a publié les catalogues sur cette vente, donc en date du 29. Donc le ministère s'est mobilisé. Il a saisi donc le ministère de la Justice pour ouvrir une enquête à ce qui s'avère être une fouille peut-être clandestine et une exportation sans autorisation d'un patrimoine naturel. Le ministère de la Justice a été saisi pour ouvrir une enquête, le ministère de l'Intérieur aussi, le ministère des Affaires étrangères et la Direction générale de la Sûreté nationale pour que Interpol aussi intervienne dans cette affaire. Immédiatement après, il y a eu donc des réunions et une cellule s'est formée au sein même du ministère de l'Intérieur. Donc, il a réuni un peu tous les départements concernés par cette question, notamment le ministère de la Culture, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères. Donc, on a fait une sorte de briefing pour savoir un peu les tenants et les aboutissants selon les données qui étaient disponibles donc à l'époque, au moment des faits. Et donc, on a pu, grâce à ce travail un peu catalyseur du ministère de l'Intérieur, intervenir à temps et arrêter cette vente, ce qui est, vu les délais qui étaient impartis, très serrés, très courts, ça relève un peu de l'exploit, parce que c'est difficile d'arrêter ce genre de vente. Alors du coup, j'imagine que l'enquête est encore en cours pour déterminer comment ce fossile a pu quitter le territoire et se retrouver en vente à Paris. On a eu en transité on a bientôt suivi par l'Italie, puisque le vendeur était italien. Mais aujourd'hui, la suite de cette affaire, est-ce qu'on peut envisager un retour de ce fossile au Maroc et sous quelles conditions? D'après les éléments que nous avons, le fossile d'abord a été peut-être vendu en Allemagne, dans un foire de tout ce qui est fossiles et minéraux. À Munich. À Munich. Exactement. Il a été racheté par un cabinet de curiosité italien. Donc c'est lui qui a fait tout le travail de restauration et de ce fossile. Et ensuite, il a été été transféré à Paris pour la vente. Bien sûr, nous avons toute la confiance aux responsables marocains, aux négociateurs qui vont donc entamer les discussions avec et les propriétaires et la maison Drouot. Je crois, j'ai confiance qu'on aura un dénouement positif concernant cette affaire. Alors, merci donc d'avoir fait le point sur cette actualité qui nous permet donc d'aborder aujourd'hui ce sujet du trafic illicite des biens culturels. Alors, pour commencer, c'est quoi un bien culturel? Comment on le définit pour savoir de quoi l'on parle?
Si on se réfère à la Convention de La Haye de 1954, c'est la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Donc, il donne une définition trop large, c'est-à-dire qu'il part du simple mobilier qui a un intérêt scientifique, culturel, jusqu'aux institutions, par exemple, comme les bibliothèques et les musées, par exemple, c'est-à-dire les lieux qui abritent ce genre de mobilier. Pour la Convention de 70 sur le trafic illicite de l'UNESCO de 70, comme j'ai dit, bon, il donne une définition qu'on retrouve un peu dans toutes les différentes législations, c'est-à-dire tout le patrimoine qui a un intérêt mobilier, qui a un intérêt scientifique, un intérêt culturel pour une nation à donner. Il donne 10 types de patrimoine, et dans cette typologie qu'il donne, on retrouve justement le patrimoine zoologique et paléontologique comme faisant partie du patrimoine culturel des nations. Alors, le Maroc serait le plus grand cimetière de dinosaures du monde. On l'appelle le paradis des paléontologues. Donc, on imagine que la terre marocaine pour les fouilles est très prisée. Alors, quel est l'état des lieux du trafic illicite des biens, notamment de ce type de biens aujourd'hui au Maroc ? On ne peut pas dissocier cette question de trafic illicite, on ne peut pas dissocier un peu le patrimoine national, c'est-à-dire on ne peut pas dissocier le culturel du naturel ou du géologique. Le patrimoine national est un tout et une réglementation qui le gère doit être une et unique. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas de réglementation spécifique pour le patrimoine géologique ? Pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas de texte spécifique dédié uniquement au patrimoine des fossiles et paléontologique d'une manière générale. Mais pour le patrimoine culturel, la loi sur le patrimoine culturel, qui est la loi 2280, on peut l'étaler pour couvrir aussi ce pan de notre patrimoine. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle le ministère donc, a enclenché les démarches pour le rapatriement de ce patrimoine. Alors, ce qu'il faut savoir sur la question du trafic illicite au niveau mondial, bon, on a deux types de pays. On a les pays qu'on appelle les exportateurs involontaires, c'est-à-dire tous les pays du Sud qui ont un riche patrimoine archéologique et naturel, culturel d'une manière générale. Et on a les pays du marché qui sont l'Europe, les États-Unis, le Japon et la Chine. Il y a une troisième catégorie de pays qui sont les deux à la fois. Par exemple, l'Italie, qui connaît aussi un trafic illicite, des fouilles clandestines, mais aussi c'est un pays de marché. Donc le Maroc est, donc, selon la situation actuelle, on est un exportateur involontaire, c'est-à-dire qu'on dérobe notre patrimoine. C'est pas une exception. D'autres pays du Sud connaissent cette situation. J'ai nommé l'Égypte, l'Iran, le Pérou, le Pakistan. Bon nombre de pays qui ont un patrimoine riche et varié comme le nôtre, et original surtout, donc sont la cible de trafiquants et des réseaux et des mafias de trafic du patrimoine culturel. Est-ce qu'on a une idée des chiffres, enfin, est-ce qu'on arrive à évaluer ce patrimoine qui échappe ainsi au Maroc par le biais de ce trafic illicite ? Vous savez, c'est un marché occulte. Selon un rapport qui a été édité en 2012 par l'UNESCO, sur la foi des chiffres présentés par Interpol, on estimerait à l'échelle mondiale quelque chose comme 5 milliards de dollars annuellement. Et qui sont en fait, c'est la valeur du marché illicite. C'est la valeur du marché illicite, encore que c'est un marché occulte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas et dont on n'a pas la ferme certitude. Donc j'ai juste des approximations, et on évalue à 5 milliards, mais les experts croient que ça dépasse ce chiffre. C'est le troisième commerce illicite après le trafic d'armes et le trafic de drogue. C'est vous dire un peu l'importance et l'engouement que ça suscite chez les mafias spécialisées dans ce genre de commerce. Pour le Maroc, malheureusement, du moment qu'on n'a pas
un organisme qui centralise un peu tous ces données, parce que chaque département travaille à lui tout seul. On a besoin d'une sorte de comité ou commission interministérielle qui soit officielle et qui rassemble un peu tous les départements concernés par cette question pour une sorte de commission de veille qui rassemble les données, qui fait un peu les typologies, les régions les plus touchées, la catégorie du patrimoine ou du bien culturel les plus menacés, les failles qu'on a un peu dans notre contrôle et surveillance. Ça pourrait nous aider beaucoup à avoir des statistiques, à chiffrer un peu ce trafic et poser le doigt sur les lacunes dont souffre un peu notre pays dans ce domaine. Alors justement, ce sera notre dernière question, il nous reste 2 minutes. Sur le cadre juridique et la réglementation, alors vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de disposition spécifique pour ce qui est du patrimoine géologique, mais il y a un projet de loi qui a été présenté pour préserver le patrimoine, il est en cours d'élaboration. Est-ce qu'on va justement tenir compte de ce sujet particulièrement et qui sont les acteurs associés et quelles sont les demandes aussi des professionnels du secteur pour endiguer ce trafic illicite ? En effet, j'étais parmi les gens qui ont participé à l'élaboration de ce texte de loi, donc qui a été élaboré en 2012 et a été soumis par le ministère de la Culture au secrétariat général du gouvernement. C'est à mon avis, un texte très bien fait. Dans la mesure où, pour la première fois, on y trouve une définition du patrimoine. On n'est plus dans la notion du monument historique qui existe jusqu'à nos jours dans nos textes de loi. C'est un texte qui cadre avec les conventions signées par le Maroc avec l'UNESCO. C'est un texte qui définit les différents types de patrimoine, y compris le patrimoine géologique. Il ne s'agit pas uniquement de fossiles, mais aussi de formations géologiques, de coupes stratigraphiques qui ont un intérêt scientifique. Donc il englobe tout ça, le patrimoine naturel aussi, le patrimoine mixte, qui est l'action de l'homme et de la nature. Donc c'est un texte global où il y a beaucoup qui traite beaucoup de points, notamment par exemple, puisqu'on parle du trafic illicite, la question du marché de l'art, qui n'est pas réglementé, qui échappe un peu à la vigilance, à l'œil du ministère de la Culture. Dans ce texte, donc, il aborde cette question. Donc, des autorisations sont données par le ministère de la Culture. Et il y aura un suivi des transactions pour qu'on sache telle œuvre, quel est l'acquéreur et où il œuvre. S'il intéresse l'État, donc il peut éventuellement l'acquérir lors d'une enchère. Tout ça a été réglementé parce qu'il y a aussi là un vide juridique à combler. Je crois que ce texte-là va nous aider beaucoup pour lutter contre ce fléau du trafic illicite. J'ajouterai juste peut-être 1 ou 2 phrases concernant... Allez-y, il nous reste très peu de temps, il nous reste 30 secondes, mais je vous en prie. Concernant la formation, parce que une des problèmes que nous avons au Maroc, c'est un peu la formation, les ressources humaines dans ce domaine. Bien sûr, le ministère de la Culture dispose d'un personnel qualifié qui connaît un peu la question, mais d'autres départements qui sont nos associés dans cette lutte, il y a un manque de connaissance de la législation concernant le patrimoine d'une manière générale. Donc on a fait un programme de formation cette année et qu'on a couronné avec un manuel dédié aux instituts de formation. Oui, qui a été publié le 7 mars. Oui, et que je vous offre d'ailleurs, j'ai un exemplaire avec vous. C'est dédié aux instituts de formation des différents départements qui relèvent de ces départements pour qu'ils incluent le patrimoine et la législation liée au patrimoine dans leur cursus universitaire. Merci beaucoup, Monsieur Youssef Riara, d'avoir été avec nous ce matin pour donc parler de ce trafic illicite des biens culturels. Merci infiniment. De rien, j'en prie. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. Rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.